Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue sur Drôle de formation. Comment ça va tout le monde? Comment ça va Aude? Bonsoir Rachel, bonsoir à tous. Écoute, ça va? En pleine forme pour ce grand quiz de l'été, ça ne peut qu'aller bien. Et Ex- toi? Eh bien écoute, super bien. Ravi de te retrouver et ravi de vous retrouver en live pour ce super méga quiz de l'été. Et vous êtes nombreux ce soir à participer à ce quiz de l'été. Et d'ailleurs, on aimerait vous féliciter pour votre motivation parce que se connecter sur Zoom un lundi soir en plein mois de juillet, enfin en début de mois de juillet, pour faire des maths, du français, de la CSE, de la didactique, il faut être sacrément motivé. Donc, un grand, grand bravo à tous. Et oui Rachel, hein, parce que nous ce soir, on vous a concocté un quiz avec des questions essentielles dans toutes ces matières que Rachel vient de vous citer. L'occasion pour vous, du coup, de pouvoir faire un petit état des lieux de vos connaissances actuelles, sans paniquer, hein, pour autant, on précise, pour pouvoir orienter vos révisions dès maintenant, tout simplement, vers les matières qui ont tendance à vous poser le plus de soucis. Alors, je vois des noms dans le chat qui me sont familiers, d'autres noms que je ne connais pas encore, qu'on ne connaît pas encore. Alors, que vous soyez des habitués de nos cours ou tout nouveaux dans nos lives, que vous soyez déjà abonnés ou simplement de passage parmi nous, eh bien, on espère que vous allez vous amuser autant que nous ce soir et surtout apprendre plein de choses. Alors du coup, pour ce deuxième quiz gratuit de l'année, on a décidé de vous faire travailler sur des notions assez basiques du programme. L'idée, comme je le disais, c'est certainement pas de vous stresser, de vous paniquer, mais seulement de faire un petit état des lieux sur vos connaissances et évidemment, surtout, avant tout, de vous amuser. Parce que vous allez voir, c'est tout à fait possible de réviser en s'amusant. On en est convaincu, en tout cas chez Drôle de Formation, c'est notre premier objectif. On démarre avec une question de maths. C'est parti. Bon courage à tous. Alors, est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, l'arrondi de 456,789 à la dizaine près? Alors moi, j'aurais répondu la D, parce qu'en fait, l'arrondi à la dizaine près, pour moi, c'est 460. Excellent. Bravo, t'es pas tombé dans le piège. Ouf! Là, le piège, c'était évidemment dans lequel je voulais, entre guillemets, que vous tombiez, c'était d'arrondir à la, enfin, plutôt au dixième près. Hmm. Ça aurait été quoi si ça avait été au dixième? Au dixième, ça aurait été 456,8. Bravo. Dixième, c'est un chiffre après la virgule. Donc là, ce qui aurait été tentant, c'est d'écrire 456,7. Mais là, ça aurait été une troncature et non pas un arrondi. Mais comme il y a un 8 juste après, le 7 qui est là monte d'un cran. Donc ça devient 456,8. Mais ça aurait été si ça avait été au dixième près. Mais moi, j'ai mis un piège. J'ai mis à la dizaine près. Et effectivement, tu as raison. La dizaine la plus proche de 456,7, c'est, enfin, 789, c'est 460. Et il n'y a aucune de ces réponses qui est correcte. Bravo, excellent, Merci. ça commence bien. Merci. Alors, Monsieur Robot me fait une tête en me disant qu'il y a beaucoup d'élèves qui sont tombés dans le panneau et ce n'est pas grave. C'était voilà, c'était un piège que j'ai mis. J'espère surtout que vous avez compris votre erreur. Et on enchaîne. Merci beaucoup, Gladys. Merci. On passe sur une question de CSE. On va pouvoir passer à la correction de cette deuxième question. Alors du coup, moi j'ai répondu 24. C'est ça, exactement Camille. C'est parfait. La semaine scolaire se compose de 24 heures du coup d'enseignement pour les élèves. Alors bien sûr, d'une école à l'autre, ces 24 heures, elles vont s'organiser différemment sur la semaine. Dans certaines écoles, vous allez commencer plus tôt, finir plus tôt, d'autres commencer plus tard, finir plus tard. Vous avez même certaines écoles où on a encore classe le mercredi matin. Mais au final, donc, ce sont ces 24 heures d'enseignement sur la semaine. Un grand bravo à toi, Camille. Merci. Et on passe à la question suivante, une question de français.
Bon courage. Alors, cette question 3, on t'écoute. Alors, l'allitération. Exactement. Simple, efficace et parfait. Exactement. Bravo Mélanie. Donc la figure de style qui se caractérise par la répétition d'une consonne dans des mots qui sont rapprochés, on nomme ça l'allitération. Vous avez une célèbre allitération très souvent prise en exemple. Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur nos têtes, sur vos têtes? Vous entendez qu'on a ce S qui est répété perpétuellement hein, dans ce vers de Racine. Donc, vous entendez bien pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes. Comparé à la répétition qui, elle, aurait été carrément la répétition d'un mot. Donc, l'allitération, un grand bravo, Mélanie. Merci. Et on enchaîne avec une question à nouveau de maths. C'est parti. Alors, c'est quoi l'écriture scientifique d'un nombre? Et déjà, est-ce que tous les nombres ont une écriture scientifique? J'ai envie de dire oui. Et tu as bien raison. Tous les nombres possèdent une écriture scientifique. Ça, c'est la première chose. C'est quoi l'écriture scientifique d'un nombre? Eh ben, pour moi, il doit y avoir un premier nombre qui est compris entre 1 et 10, et Alors, puis avec ouais, qui est monté avec un 10 puissance quelque chose après un entier relatif, voilà. positif ou négatif. Excellent, Clémentine. Donc, effectivement, l'écriture scientifique d'un nombre, c'est A fois 10 puissance P, où A est un nombre, comme tu l'as très bien dit, compris, donc un nombre décimal, hein, d'accord, qui va être compris entre 1 et 10. Est-ce que ça peut être 10? Non, 10 D'accord, hein. exclu. Voilà, le 10 est exclu. On va l'écrire en dessous. Et le P, c'est un entier relatif, c'est-à-dire qu'il peut être positif ou négatif. Comment s'appelle cet ensemble de nombres? Enfin, comment il s'écrit l'ensemble des entiers relatifs? Les entiers naturels, c'est n, c'est quand ils sont que positifs. Et les entiers relatifs, c'est-à-dire les positifs Z. et les négatifs, c'est z. Maintenant qu'on a rappelé ce que c'était que une écriture scientifique d'un nombre, comment on fait pour transformer ce nombre-là en écriture scientifique? Eh ben, il va falloir décaler la virgule Tout à pour fait. arriver à 4,51. Donc, il nous restait que deux possibilités, la C ou la D. Donc, très bien. Déjà, la virgule, vous allez décaler jusqu'à ce que vous tombiez sur un nombre compris entre 1 et 10. Si on décale d'un cran, 0,4, ça ne va pas, c'est plus petit que 1. Si on Ouais. décale de 3 crans, ça fait 45, c'est trop grand. Donc, c'était vraiment 4,51. Donc, déjà, j'adore ta manière de réfléchir, de dire, il y en a deux qui ne me plaisent pas, c'est A et B. celui-là et celui-là. Donc, par élimination, c'est un peu comme le 50-50, hein. On élimine le A et le B. Il nous reste le C et le D. Donc 4,51. Moi, ce que je te propose, c'est de travailler d'abord là-dessus. Ça, on se le met de côté. On ne l'oublie pas, mais on se le met de côté. 0, je dis ça parce que j'ai eu pas mal de questions sur la plateforme à ce sujet. Donc, je pense à tous les abonnés qui ont du mal avec ça. Je préfère un petit peu prendre mon temps là-dessus. 0,0451. Si on décale de 2 crans vers la droite, comme ça fait 4,51 fois, et là en fait vous avez deux options. C'est soit fois 10 puissance 2, soit fois 10 puissance moins 2, parce qu'il y a eu un décalage de 2 crans. C'est lequel des deux? 2. C'est puissance 2 ou puissance moins 2? Ben, je sais plus. Quand on va vers Ah, la droite, j'ai une question à te poser, Clémentine. ouais. 10 puissance 2, c'est quoi? Euh, Je t'embête, hein. Ouais. 10 puissance 2, c'est 10 fois 10. 100? C'est 100, d'accord. Jusque-là, on est d'accord. Donc Ah, 4,51 fois 100, ça fait 451. ouais. Est-ce que 451, c'est ça? Non. Ah, Donc, il y c'est a un moins bug 2. là si on est. Donc si on écrit 4,51 fois 10 au carré, il y a un bug. Hmm, Bon, bah du coup, si c'est pas 10 puissance 2, c'est 10 puissance moins 2. on est d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je ne retiens pas en disant, alors attends, si je vais vers la droite, du coup, la puissance, elle est positive. C'est parce que c'est un coup à s'embrouiller, ça. Ok. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de réfléchir en termes de logique. 10 au carré, c'est 100.
4,51 fois 100, ça ne fait pas du tout 0,0451. Donc, si ce n'est pas 10 puissance 2, c'est 10 puissance moins 2. Maintenant qu'on a fait ça, donc je vais rajouter fois 10 puissance moins 7, ici et ici. Et là, du coup, ça va me permettre d'associer ces deux puissances. Ça fait quoi 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 7? Eh bien, -2 plus -7, donc -9. Bravo, exactement. 10 puissance moins 2 fois 10 puissance moins 7, ça fait 10 puissance moins 2 plus moins 7, c'est-à-dire moins 9. Si c'est chinois, ce qu'on vient de dire avec Clémentine à l'instant, je vous invite à reprendre le b.a.-ba sur les puissances et les écritures scientifiques. Il est en libre accès sur YouTube. Profitez-en et je pense que ça devrait vous éclairer, en tout cas je l'espère. C'était donc la réponse C. Merci Clémentine. Merci. Et on passe à la question suivante. Didactique des maths. Bon courage. En quelle classe débute l'apprentissage des tables de multiplication? On t'écoute. Je dirais CO1. Parfait, Jenny. C'est exactement ça. L'apprentissage des tables de multiplication débute à partir de la classe de CE1 et est scindé en 2 ans, hein, puisque ensuite on vient compléter et ou renforcer l'apprentissage de ces tables en classe de CE2. Et dans tous les cas, c'est un apprentissage qui est très long à mettre en place, hein, vous verrez avec vos élèves, puisque au cycle 3, on vient encore renforcer vraiment ces tables, puisqu'au cycle 3, ils rentreront dans les divisions posées et qu'ils auront plus que jamais besoin du coup de leur table de multiplication. Donc, c'était bien. Bravo, Jenny, la réponse A en classe de CE1. On enchaîne avec la question 6. Français à nouveau. Bon courage. Et c'est parti pour la question 6. Alors, je pense une proposition subordonnée relative. Introduit par Le qui. Le qui, est-ce que je pousse un petit peu plus loin, tu connais sa petite nature au qui? On est méchante, hein? Oui, J'adore. c'est On pas est cool. méchante, hein? Elles sont sadiques, ces profs. Je t'embête. Donc, c'est une proposition ici, tu as parfaitement raison, subordonnée relative et qui est introduite par un pronom relatif. Oui, Voilà. simplement. Ça peut te donner un petit peu la petite astuce. Donc, une proposition subordonnée relative, c'est une proposition subordonnée qui vient compléter un nom ou un groupe nominal pour apporter une quelconque précision sur ce nom ou groupe nominal. Ici, on parle des vacances, on vient apporter une précision sur ces vacances. C'est pas n'importe quelles vacances, c'est les vacances qui viennent de s'écouler. Ça va forcément avec le nom vacances, proposition subordonnée relative. C'est parfait, Mélanie, bravo à toi. Attends, on a une petite question, genre, je la vois là passer. Donc, du coup, c'est pas circonstanciel, demandait Camille. Non, ici c'est la proposition subordonnée, c'est qui viennent de s'écouler. Et le petit piège, en fait, c'est que dans le verbe hein, s'écouler, tu as cette notion de temps. Donc ce serait tomber enfin, le piège serait de tomber dans proposition subordonnée circonstancielle. Mais là, en fait, ça vient bien se raccrocher au nom. Les vacances qui viennent de s'écouler. Donc c'est proposition subordonnée relative, pas circonstancielle. Et on enchaîne donc avec une question de maths à nouveau. Bon courage à tous. Une petite question de conversion d'unité, hein, essentielle pour votre concours. Vous devez être extrêmement à l'aise avec vos tableaux de conversion, que ce soit les capacités, que ce soit les tableaux avec enfin, des unités d'air. Vous devez maîtriser à la perfection ce genre de questions. Alors, 200, on nous demandait quelle était l'égalité correcte. Il y en a une qui dit 250 cm3 égale 0,25 litres. La même chose égale 2,5 litres,
25 litres ou alors aucune de ces réponses n'est correcte. Je t'écoute. Euh, Alors, 250 centimètres cubes, c'est égal à 0,25 litres. Pourquoi? Comment tu as fait pour arriver à ce résultat? Alors, parce qu'un litre, c'est égal à un décimètre cube. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord. Alors ça, vous devez le connaître absolument par cœur. 1 litre, c'est égal à 1 décimètre cube. Ça, c'est par cœur. Et donc, Et donc, du coup, comme c'est cube, on décale la virgule des trois places. en gros, nous, ce qu'on essaie de faire là, c'est de transformer les centimètres cubes en décimètres cubes. C'est ça que tu veux dire? C'est ça. Ok. Alors regardez, on va se prendre un petit tableau, effectivement, qui peut nous aider. J'ai pris juste un petit bout de mon tableau de conversion hein, pour ne pas que ce soit trop gros sur notre slide. Et donc effectivement, là, nous, ce qu'on veut, c'est passer des centimètres cubes au décimètre cube parce que 1 décimètre cube, c'est 1 litre. Donc l'objectif, c'est d'arriver dans la case des décimètres cubes. 250 centimètres cubes, vous prenez votre tableau des capacités, vous mettez 250 centimètres cubes, vraiment, il faut que ça arrive au bord des centimètres cubes, c'est-à-dire ici, et vous cherchez à transformer ça en décimètres cubes. On doit donc décaler de combien, tu m'as dit? De 3. Voilà. Pour arriver, en fait, regardez, on met un zéro ici et une petite virgule. Ça fait donc 250 centimètres cubes est égal à 0,25 décimètres cubes, c'est-à-dire 0,25 litres. Il y a une deuxième formule qu'on peut apprendre, enfin, formule, une deuxième égalité qui peut être pas mal aussi. 1 litre égale 1 décimètre cube. C'est quoi l'autre qui est pas mal? Vous pouvez également apprendre, ça peut vous permettre de gagner des petites secondes hein, au concours, que 1 millilitre est égal à 1 centimètre cube. C'est pas mal aussi. Et certains autres élèves vont avoir envie d'en apprendre encore une. 1 mètre cube est égal à 1000 litres. Le principal, c'est d'en connaître une parfaitement et de la maîtriser à la perfection pour pouvoir après jongler avec les autres. Et on passe à une question de didactique français. C'est parti. Alors, question de didactique du français. Alors, j'ai répondu la réponse A sans grande conviction parce que j'ai pas encore vu les cours de didactique. Très bien. Ben, C'est ça. écoute, des fois, le sans grande conviction, avec du sens logique, on arrive à s'en sortir. Et c'est exactement ça. Donc, la réflexion que tu as pu mener, elle était bonne. Donc, je veux ça, c'est bel et bien du langage de situation. Mm. Vous avez un déictique, ici, le mot ça. Et en fait, on est obligé d'être dans la situation pour comprendre de quoi on parle. Là, vous êtes devant vos écrans, vous lisez je veux ça, on ne sait pas de quoi on parle parce qu'on n'est pas dans la situation. Et ça va être tout l'enjeu de l'école maternelle. Vous allez avoir des petits qui vont arriver, pour certains, non parleurs. On va progressivement les faire aller vers du langage de situation. Je veux ça, donne-moi ça, c'est lui pour passer ensuite à du langage d'évocation, c'est-à-dire être capable de se détacher d'une situation. Être capable, par exemple, de raconter à l'enseignant que Ginette m'a tapé pendant la récréation. Ça, c'est du langage d'évocation et c'est une chose que les plus petits ne sont pas capables de faire au début. Le langage décontextualisé, ici c'est un petit piège, c'est un synonyme du langage d'évocation. Donc un grand bravo Gladys, parce que même sans avoir encore visionné les cours, tu t'en es très bien sorti. Merci. Et on passe donc à la question 9, qui est une question de français. Bon courage. On y va pour cette question 9. On t'écoute, quelle forme verbale est à l'imparfait de l'indicatif? Alors, aucune de ces réponses ne convient parce que le A, c'est du présent, de l'indicatif. Le B, alors, il me semble que c'est du futur. En tout cas, l'imparfait, pour le jeu, ça va avec un S dans tous les cas, normalement. Tu rentrerais, c'est du conditionnel ou du subjonctif. Je confonds toujours les deux.
Et le D, c'est du plus que parfait, je pense. Presque tout bon. Donc, en effet, la A présente de l'indicatif. B, c'est du passé simple, pas Ah oui, voilà, du futur. Le futur, ça aurait été je chanterai. Ici, c'est indicatif passé simple. Le C, c'est du conditionnel présent de l'indicatif, puisque maintenant, le conditionnel appartient au mode de l'indicatif, hein, petite astuce. Et parfait, du coup, la D, c'est du plus que parfait. Donc ici, toutes étaient des réponses pièges. Un grand bravo à toi de ne pas être tombé dedans. merci. On enchaîne avec la question 10 et on repasse sur une question de maths. C'est parti. Alors, cette question, je vais en profiter, faire un petit rappel sur un des thèmes extrêmement importants du concours, les ensembles de nombres. Est-ce que quelqu'un a envie de faire un rappel sur ces ensembles de nombres avec moi? Bonsoir. Alors, est-ce que ça te dit, avant de répondre à cette question, qu'on fasse un petit rappel sur les ensembles de nombres à connaître au programme du cycle 4? Quels sont ces ensembles de nombres? Le premier, le plus petit, c'est qui? C'est les entiers naturels. Les entiers naturels qui sont représentés par quelle lettre? N. Alors, j'écris pas entier naturel, encore une fois, vous avez une vidéo complète là-dessus sur YouTube, hein, les ensembles de nombres, donc, où j'écris vraiment tout. Les entiers naturels, tu peux me donner un exemple d'entier naturel? Tout ce qui est de 0 à plus l'infini. Voilà, mais en entier, hein, pas de virgule, pas de racine carrée, vraiment 0, 1, 2, 3, 4, 10, 15, 27. Mais il faut que ce soit rond. Ensuite, Ensuite, il y a l'ensemble des entiers relatifs. Z, on en a parlé tout à l'heure. Donc, c'est les entiers naturels, mais on rajoute un petit truc en plus. C'est quoi? On rajoute les mêmes, mais en négatif. Voilà. Donc, pareil, des entiers, mais en négatif. -1, -2, -3, -15, etc., etc. Mais vous remarquez, le dessin est fait bizarrement. Enfin, dans plein de bouquins, d'ailleurs, vous allez trouver ensemble 1, les entiers naturels, Z, D, etc., etc. Moi, je préfère les mettre comme ça, comme des poupées russes. Pourquoi? Parce que dans les entiers relatifs, vous avez les entiers naturels. C'est hyper important de comprendre ça. On continue. Ensuite, il y a les nombres décimaux. D, les décimaux. Donne-moi un exemple. 0,5. Un autre. -4,3. Décimaux, c'est des nombres à virgule. Un quart, c'est un décimal ou pas? Oui, Pourquoi? parce que ça fait 0,25. OK? On continue. Ensuite, les entiers rationnels. Il y a un mot qui ne me plaît pas dans ce que tu as dit. C'est pas des entiers. Voilà. Ce n'est pas des entiers. Les rationnels, les Rationnels. nombres rationnels. Q. Ah, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans les rationnels? Je crois de mémoire qu'ils s'écrivent sous forme de fractions, Tout à fait. mais il n'y a pas de chiffre fini après la virgule cette fois. Voilà. Avec la calculatrice, on tombe sur un nombre rationnel et qu'on appuie, vous savez, sur la touche SD pour ceux qui ont la Casio FX92, si on appuie sur la touche pour passer en décimale, on voit que le nombre de chiffres après la virgule est infini. Donne-moi un exemple. Un tiers. Un tiers, très bien. Un tiers, si vous le tapez à la calculatrice, ça va vous faire 0,3333333. Si je vous dis -5/7, si vous le tapez à la calculatrice, vous verrez que ça fait plein de chiffres après la virgule et ça ne s'arrête jamais. Bon, dans des cours un peu plus poussés, on verra comment distinguer les décimaux des rationnels sans la calculatrice. Et ensuite, le dernier, au programme du cycle 4, je précise parce qu'il y a encore un autre ensemble, mais on n'en parlera jamais pour le CRPE, c'est quoi? Les nombres réels. Les réels. Alors, qu'est-ce qu'on a dans les réels mais qu'on n'a pas ailleurs? On a les racines carrées et pi. Oui, exactement. On a le fameux pi, très connu, hein, qui va nous servir beaucoup en géométrie. Et on a tout ce qui est racine carrée non simplifiable. J'insiste. Parce que si je vous dis racine carrée de 4, ça se simplifie et ça devient 2 qui arrive ici. Mais si je vous dis racine carrée de 3,
Alors là, ça ne se simplifie pas. Si je vous dis moins racine carrée de 5, ça ne se simplifie pas. Et donc, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Quand je présente ce chapitre, je fais vraiment en sorte que vous compreniez que c'est comme le système des poupées russes, c'est-à-dire que N est dans Z, qui est dans D, qui est dans Q, qui est dans R. C'est-à-dire que, par exemple, si je te dis 7, c'est dans quel ensemble le plus petit? Le plus petit, c'est N. C'est N. Maintenant, si je te demande, est-ce que 7 est un relatif? Bah oui, parce que ça comprend tout. Bravo. Bah oui. Et en fait, autre manière de voir les choses, imaginez que là, c'est votre chambre à coucher, N. Que Z, c'est votre maison ou votre appartement. Que D, c'est votre ville ou votre village. Que Q, c'est votre département. Et que R, c'est votre pays. Question, Emmanuel. Si tu es dans ta cuisine, Oui, est-ce que tu es donc, dans ta cuisine, tu es dans ta maison, donc tu es là. oui. Est-ce que lorsque tu es dans ta cuisine, tu es dans ta chambre à coucher? Non, Est-ce que tu es dans ton village, oui, dans ton département aussi. et dans ton pays? Ah oui, Voilà. Et c'est un bon moyen de le retenir. Imaginez vraiment que ça, c'est votre chambre à coucher. Ça, c'est votre maison, votre ville, votre département et votre pays. Et vous vous posez la question. Et ça devrait aller beaucoup mieux. Il y a une petite astuce pour retenir le N, Z, D, Q, R. Tu connais ou pas, hein? c'est C'est le quoi? nez du curé. Le nez du curé. Nez du curé. Je sais que le curé, ça ne s'écrit pas comme ça, hein. D'accord? Mais c'est une petite astuce pour le retenir. N, Z, D, Q, R. Nez du curé. Retenez-le, ça devrait vous aider. Et on revient sur notre exercice. Ici, moins 9 sur racine carrée de 100. Ça donne quoi, ça? Alors, première simplification, ça va donner moins 9 sur 10. Tout à fait. Racine carrée de 100, ça fait 10. Parce que comme ça, quand on voit le truc, on dit, oh là là, racine carrée, hop, c'est des réels. Ça, c'est un piège. Continue. Et ben ensuite, ça va donner moins 0,9 Tout à fait. Et moins 0,9, on atterrit où? dans les décimaux. On atterrit dans les décimaux. Alors attention, hein, j'avais bien dit quel est le plus petit ensemble de nombres. Parce que si je vous avais dit à quel ensemble de nombres appartient moins 0,9, enfin, ou moins 9 sur racine carrée de 100, bah, tu aurais pu me répondre les décimaux, mais également qui d'autre? Les rationnels et les réels, du coup. Tu as tout compris. Bravo, Emmanuel. Merci beaucoup. Excellent. Et on passe à la question 11. EPS, oh là là, la matière préférée des élèves. Bon Exactement. courage. Alors, salut Bonsoir. Nolwenn. Ça, Nolwenn? Il me semble que c'est un critère de réalisation parce que c'est quelque chose qu'on va dire aux élèves pour qu'ils puissent réaliser une consigne. C'est ça, exactement. C'est parfait. Et cette petite question, elle est là simplement pour qu'on puisse voir ensemble justement la différence entre variables didactiques, critères de réussite et de réalisation. Et toi, tu l'as parfaitement expliqué. Donc, un critère de réalisation, c'est quelque chose que je vais dire à mon élève pour l'aider à réaliser la tâche. Hein, dans réalisation, vous avez réalisé. Donc ici, notamment dans notre exemple, je vais lui dire, je focalise mon attention sur le signal de départ, mon regard sur la ligne d'arrivée et je me tiens prêt à partir. Je lui donne un critère de réalisation pour l'aider à réaliser du mieux possible la tâche. Bravo, Nolwenn. Est-ce que tu veux nous dire ce que c'est un critère de réussite ou je t'embête pas? Il me semble que c'est plutôt pour l'enseignant, pour savoir, pour pouvoir évaluer les élèves au cours de la séance. Alors, ça peut être non seulement pour l'enseignant, c'est-à-dire que toi, tu vas devoir te poser la question, qu'est-ce que j'attends, quel comportement j'attends de l'élève pour considérer qu'il est en réussite. Donc oui, pour toi, c'est un outil, mais j'irai plus loin en disant quand même que c'est bien, dans le cadre d'un enseignement explicite, de dire à l'élève, en fait, d'annoncer ce critère de réussite pour que lui puisse savoir aussi ce que tu attends de lui. J'attends que tu franchisses la ligne d'arrivée sans t'être fait rattraper par le chat, par exemple.
c'est important aussi de leur communiquer ces critères de réussite. Mais il y avait tout à fait de l'idée dans ce que tu as dit. Et variable didactique, est-ce que du coup... Là, ça va être plutôt des éléments qu'on va pouvoir moduler dans les séances. Par exemple, le matériel ou le fait de limiter en temps, ce genre de Exactement. choses. C'est ça, c'est parfait, ta réponse, elle est tout à fait bonne, bravo à toi. C'est un petit élément sur lequel, un paramètre sur lequel on peut venir jouer pour faire évoluer la situation. Soit la simplifier, soit au contraire la complexifier ou obtenir un comportement qu'on souhaiterait avoir. Ici, on peut jouer sur la distance de course ou au contraire rajouter un chrono. On va pouvoir jouer sur le matériel. Et tout ça, ce sont des variables didactiques qu'on vient en fait mélanger, faire évoluer pour changer les situations. Bravo à toi, Nolwenn. Merci. J'ai Monsieur Robot qui me dit qu'il y a une question dans le chat de Camille. La variable didactique, c'est pour leur permettre de s'améliorer sur tel ou tel point, non? Alors oui, soit simplifier une situation pour des élèves, enfin un outil de différenciation, donc simplifier pour quelqu'un ou au contraire complexifier l'activité, mais aussi si tu vois certains comportements chez tes élèves, tu vas pouvoir jouer sur ces variables pour justement leur permettre de modifier des comportements pour s'améliorer. C'est tout à fait ça également, Camille. On enchaîne avec la question 12 et on repasse sur une question de français. Question rapide ici. Alors moi j'ai mis le B qui indique le contraire. Bah, voilà, quand il y a le préfixe 1, c'est souvent pour dire le contraire, incroyable, impossible, intuable, indémontable. Parfait, excellent, bravo à toi. Et oui, comme tu Merci. l'as dit, on a une petite liste, hein. Bon, je vais rester dans mes fonctions ce soir, mais vous verrez ça avec Ava. Mais vous avez une liste de quelques préfixes qui sont vraiment incontournables et dont vous devez connaître forcément la signification, hein. Là, comme tu viens très bien de nous le dire, vous devez impérativement savoir que en cas de préfixe un, on va pouvoir donner le sens contraire au nom, comme tu l'as dit très bien, incroyable, immangeable, etc. Bravo à toi. Merci. On repasse en maths. Question 13. Ça sera la dernière question de maths. Alors Alexandra, quelle égalité est vraie? Donc en gros, je te demande de convertir 4,73 heures en heures, minutes et secondes. Alors moi, j'ai répondu à la réponse B. J'ai fait donc 4,73. 4, ça équivaut à 4 heures. Ça, je J'ai suis fait d'accord. 0,73 fois 60 minutes, Ça me ce plaît. Donc, qui m'a donné effectivement, le 43. 4, quelque chose, on est sûr qu'il y a 4 heures. Bon, Il y mais a ça, 4 heures. malheureusement, ça ne nous permet pas de conclure parce qu'ils ont tous 4 heures. 0,73 fois 60. Et donc, on obtient 43,8. Donc, 43 minutes et 8 secondes. Qui était presque, c'est dommage. C'était pas C'est mal le vrai. début, hein. Effectivement, le 0,73 fois 60, ce truc-là, ça fait 43,8. Ça veut Ouais. dire qu'on a 43,8 minutes. Ça ne veut pas dire qu'on a 43 minutes et Oui, 8 c'est ça. secondes. Donc, 0,8 fois 60 secondes. Voilà, il faut recommencer un petit coup en fait. Donc le 4 heures, Donc, il est ça fait acté. 48 secondes. Donc, réponse C alors. Voilà. Ensuite, le 0,8 minutes, il faut le reconvertir en secondes. Donc là, ça nous fait ici 43 minutes. Ça, c'est une certitude. 43 minutes. Et il y a le petit 0,8 là, qu'il faut remultiplier par 60 pour avoir les secondes. Et là, ça nous fait 48 secondes. Il y a un b.a.-ba sur les conversions de durée également disponible. Si vous sentez que vous êtes un peu pas trop à l'aise là-dessus, faites attention. Il y a une touche magique d'ailleurs dans la calculatrice, j'avais envie de vous montrer parce que je pense que c'est ce que vous avez utilisé pour ceux qui ont été très rapides. Et effectivement, elle peut énormément vous servir. Alors moi, j'adore cette calculatrice, hein, la Casio.
FX92. Vous verrez que je l'utilise énormément pour tous ceux qui vont suivre la formation avec nous. Et j'ai même fait un tuto pour vous apprendre à tricher. Attention, hein, je mets bien des guillemets autour de ce mot, mais vraiment à vous sortir de certains pétrins le jour du concours. Et ça peut vraiment vous aider. Vous voyez cette touche-là, avec un petit rond, une petite apostrophe, des petites guillemets. Cette touche-là, elle vous sert pour les conversions de durée. Ici, on vous disait, que je reprenne le calcul, 4,73 heures. Et bien du coup, si vous faites 4,73 et que vous cliquez sur ce bouton-là, hop, et que vous appuyez sur exécute, eh bien, on vous donne les heures, les minutes et les secondes. Très, très pratique. Pour convertir des heures en heures, minutes, secondes, on utilise cette petite touche-là et c'est hyper sympa. Donc là, je pense que tous ceux qui ont répondu très rapidement, c'est comme ça que vous avez fait, à mon avis. On va se faire une dernière question. Super. Une dernière. Ouais. TSE. Dernière question pour départager les vainqueurs. C'est assez serré, hein. Bonsoir. Bonsoir. Alors, du coup, bon, j'ai un peu triché entre guillemets parce que je me suis imprimé le tableau des cycles. Donc, pour l'avoir toujours sous les yeux. Et Donc, tu as bien raison, je crois. Voilà, le cycle 3, j'ai mis cycle de consolidation. C'est ça, exactement. Et puis, c'est pas tricher, c'est commencer à rentrer dans les apprentissages. Donc, c'est très bien et c'est encore mieux en plus de le dire. Donc, sois fier de toi. Donc, c'est exactement ça. C'est une logique. Si vous êtes perdu, pensez logique. La maternelle, les apprentissages premiers. Le cycle 2, les fondamentaux. Lire, compter. Retenez ça. Au cycle 3, je viens consolider parce que j'ai besoin de consolider avant de pouvoir approfondir au cycle 4. C'est un petit continuum, un petit chemin. Je vais vous parler beaucoup de petits chemins durant l'année. C'en est un ici également. Bravo Cindy. Merci. Alors, on espère déjà que ce quiz vous a plu. On espère aussi que vous avez appris plein de choses. On vous souhaite de merveilleuses vacances et on vous dit rendez-vous en live et comme d'habitude, dans la joie et la bonne humeur. Bye bye à tous. Belle soirée à tous.